Alors, on s'était arrêté la dernière fois à la question, la première question. On avait presque fini. Alors, on en était au calcul de la constante quand on a intégré dc sur dt pour avoir l'expression de la force de contact. Voilà. Alors, je vous rappelle rapidement que on est sur la partie AB, donc sans frottement, avec une force de contact qui a la direction de la normale. Elle n'a pas de composante parallèle à la direction de la vitesse. Alors, on avait écrit la relation fondamentale de la dynamique. Ensuite, on a décomposé chacun de ces vecteurs suivant la direction de la tangente et la direction de la normale. Et ça nous avait donné ces deux équations. Alors, quand on passe à une relation entre modules, eh bien, on avait C moins mg sinus θ égale à mv carré sur r et m cosinus θ égale à mdv sur dt. Alors, ce qu'on avait, c'est que C est la force de contact qui va changer de valeur suivant l'angle θ, suivant la position. On avait la vitesse, évidemment, qui variait en fonction de cet angle θ, et notre dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui changeait aussi en fonction de l'angle θ. Là, ça se voyait directement dans l'équation numéro 2. Donc, on avait dv sur dt égale à g cosinus θ. Alors, on avait commencé à tout remplacer de manière à ce que chacun des termes de ces équations, de ces deux équations, écrire sont de l'angle θ. Alors, on gardait V et tout le reste, on l'a écrit en fonction de l'angle θ. Alors, pour commencer, on a fait apparaître dv sur dt dans l'équation numéro 1. Il a suffi de la dériver, donc on a eu dérivée de c égale à, alors, dérivée de c, pardon, moins la dérivée de mg sinus θ, c'est-à-dire moins mg cosinus θ dθ sur dt. La dérivée de mv carré sur r par rapport au temps, eh bien, ça donnait 2 fois mv sur r dv sur dt. Ensuite, on a remplacé mdv sur dt par mg cosinus θ et on s'était retrouvé avec cette équation-là où on avait à la fois la dérivée de la force de contact et la vitesse v. Alors, ça nous fait, c'est la vitesse v qu'on cherche, hein, mais ça nous faisait quand même une équation à deux inconnus. Donc, alors les deux inconnus étant la force de contact et la vitesse. Donc, il fallait qu'on trouve une deuxième équation qui nous permette de nous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi comme deuxième équation? Eh bien, on a écrit que V, c'est R oméga, on est sur une partie circulaire, donc le mouvement est un mouvement circulaire. Sa vitesse peut s'écrire sous la forme R oméga, oméga étant la dérivée de l'angle θ. Alors, grâce à ça, on a pu remplacer ici V sur R par dθ sur dt et on s'est retrouvé du coup avec une équation à une inconnue. C'est-à-dire qu'on avait dc sur dt. Une fois qu'on a regroupé tous les termes en mg cosinus θ dθ sur dt, eh bien on s'est retrouvé avec une qui était C, la force de contact, et la variable qui était l'angle θ. Alors, à partir de là, il a suffi ensuite d'intégrer et on a obtenu que C, c'est l'intégrale de cette expression, c'est-à-dire 3mg sinus θ, plus évidemment la constante d'intégration.
Alors, je crois qu'on s'était arrêté là la dernière fois. Alors maintenant, cette constante d'intégration, eh bien, on va chercher sur cette partie AB s'il y a une position pour laquelle on peut trouver facilement la valeur de la force de contact. Alors, la position à laquelle c'est le plus facile, eh bien, ça va être à la position A, au point de départ. D'accord? Parce qu'à la position A, regardez bien l'angle θ. Eh bien, si M se trouve confondu avec la position A, eh bien, l'angle θ, qui est l'angle qu'il y a entre OA et OM, si votre point M se trouve confondu avec A, eh bien, l'angle θ vaut 0. C'est-à-dire que vous pouvez directement, à partir de l'équation numéro 1, avoir la valeur de la force de contact quand vous êtes à la position A. Donc ici, on va dire que c'est C à la position A, on va l'appeler CA. CA égale à mg sinus 0, CA est moins mg sinus 0, c'est-à-dire 0. Donc C égale à mva carré sur R. Alors, c'est ce qu'on a ici. Donc, à la position A, θ égale 0, V égale VA. Et l'équation numéro 1 me donne que CA, la force de contact, si le point M se trouve confondu avec A, c'est mva carré sur R. Alors, à partir de là, ben, il suffit ensuite d'écrire, de remplacer. On va dire que quand θ égale 0, C égale CA. Donc, j'écris ici CA égale à, alors, 3 mg sinus 0, c'est-à-dire 0, égale à la constante. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ma constante, eh bien, elle vaut la valeur de la force de contact quand je suis à la position A. C'est bon? J'ai juste remplacé ici dans cette équation C par CA, c'est-à-dire mva carré sur R, et j'ai remplacé θ par 0. C'est bon? Voilà. Alors, ça me donne donc C qui est égal à 3 mg sinus θ plus mva carré sur R. Alors maintenant, eh bien, on va revenir à l'équation numéro 1, ici, dans laquelle, eh bien, on connaît tout, puisque C, on a réussi à l'écrire en fonction de VA et en fonction de l'angle. VA étant une donnée, hein, on vous dit que on a la VA et la vitesse de M au point A, donc on suppose qu'on connaît la valeur de VA. Donc ici, dans cette équation, C, on a réussi à l'écrire en fonction de l'angle θ, alors c'est ici, en fonction de l'angle θ et de la vitesse initiale, donc on connaît C. mg sinus θ, ben, il suffit de connaître l'angle θ, et mv carré sur R, c'est ce qu'on est en train de chercher, puisque l'objectif de ce calcul, c'est de trouver l'expression de V. Alors, je reprends donc cette équation dans laquelle j'ai remplacé C par le résultat que je viens de trouver. Donc, C moins mg sinus θ égale à mv carré sur R va me donner 3 mg sinus θ plus mva carré sur R moins mg sinus θ égale à mv carré sur R. Alors, on regroupe les termes en mg sinus θ. Ce terme-là va venir s'ajouter, se soustraire plutôt à celui-là de mg sinus θ. Ce terme-là ne change pas. Et de l'autre côté, j'ai mv carré sur R. Conclusion, ben, si je multiplie tout par R, je vais avoir ici 2mgr sinus θ plus mva carré égale à mv carré. Alors, je peux aussi tout diviser par m et j'ai 2gr sinus θ
plus VA carré égale à V carré, ce qui me donne V égale à racine de 2GR sinus θ plus VA carré. Voilà, donc on est arrivé au bout de notre calcul. Alors si on a le temps la prochaine fois, on reprendra ce calcul en traitant la question par des considérations d'énergie. Et vous verrez que là où on a eu tout ça, toute cette page de calcul, eh bien, si on avait traité ça par l'énergie, eh ben, ça s'écrit en 2 lignes. Donc, on refera cette question la prochaine fois s'il nous reste du temps à la fin de la séance. Alors, au point B, alors question petit c, on pose BC, déduire l'expression de la vitesse au point B. Alors, le point B se trouve là. Donc, c'est une valeur particulière de l'angle θ. Θ, je vous rappelle que c'est l'angle qu'il y a entre le rayon OA et le rayon OM, M étant le point où se trouve ma particule. Alors, si on vous dit que la particule se trouve au point B, eh bien, ça veut dire que l'angle θ, il vaut pi sur 2. C'est d'accord? Eh bien, je remplace, parce que j'avais fait le calcul pour un angle θ quelconque. Eh bien, si θ est égal à pi sur 2, le sinus vaut 1. Et je vais avoir VB égale racine de 2GR plus VA carré. Voilà donc l'expression de la vitesse au point B. Alors, question suivante, on va reprendre notre énoncé. Alors, la question suivante, c'est, représenter qualitativement les forces appliquées sur M au point N sur la partie BC. Alors, la partie BC, c'est la partie horizontale. Le point N se trouve quelque part ici, entre B et C. Alors, trouver l'expression de l'accélération de la masse petit m au point N. On pose BC égale grand R, déduire l'expression de la vitesse au point C, donc la vitesse à la fin de la partie horizontale. Alors, on y va. Alors, première chose, on doit représenter les forces. Alors, on commence toujours par le poids parce que c'est la force la plus évidente. Il n'y a jamais de surprise avec le poids. C'est une force qui est verticale, orientée vers le bas, de module mg. Donc, on met d'abord le poids. Ensuite, on met le sens du mouvement. Donc, il faut toujours dessiner le vecteur vitesse. D'accord? Il faut qu'on voit, quand on regarde vos forces, dans quel sens est en train de se déplacer votre objet. Donc, je vais de B à C. Donc, la vitesse, elle est horizontale vers la droite. Alors maintenant, comment va être l'accélération? Eh bien, l'accélération, elle va être déterminée par l'orientation de la force de contact. Or, je sais qu'il y a des frottements sur cette partie. Eh bien, ça veut dire que je vais avoir une vitesse qui va avoir tendance à diminuer. Donc, mon accélération, elle va être vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Donc, si la vitesse, ici la vitesse est vers la droite, le mouvement étant freiné, eh bien, ça veut dire que l'accélération est vers la gauche. Donc, ça vous donne, c'est un petit peu dans les deux sens que vous pouvez faire le raisonnement. Comme le mouvement est retardé, l'accélération est vers l'arrière, donc ça veut dire que la force de contact est penchée vers l'arrière, d'accord? Mais d'un autre côté, vous pouviez deviner que C allait être penché vers l'arrière parce que c'est toujours le cas quand vous avez, eh bien, la force de contact est toujours penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement.
Donc, dans les deux cas, que vous raisonniez sur la force de contact ou sur l'accélération, les deux vous mènent à la même conclusion que la force de contact est orientée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Donc, le mouvement se fait vers la droite, la force de contact est penchée vers la gauche. Alors ça, c'est pour la représentation qualitative. Alors quand on vous dit représenter qualitativement, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de calculer chacune des composantes, vous n'avez pas besoin de choisir une échelle pour représenter les vecteurs, vous représentez ce qui est recherché dans une représentation qualitative, c'est plutôt l'orientation des forces, d'accord? Il y a aussi que vous devez quand même respecter le fait que l'accélération est horizontale et qu'il n'y aura pas de résultante suivant, il n'y aura pas de composante verticale. Vous devez avoir absolument C perpendiculaire qui est opposé au poids puisqu'il n'y a pas de composante verticale pour l'accélération. L'accélération, elle est horizontale, donc la composante perpendiculaire de la force de contact doit compenser le poids et ce qui va donner l'accélération, ce sera uniquement la composante parallèle de la force de contact. Voilà pour la représentation. Alors maintenant, deuxième question, petit b, trouver l'expression de l'accélération au point n. Alors, eh bien, on écrit la relation fondamentale de la dynamique. Donc, je vais appeler cette accélération A1, d'accord? Et on va dire que la somme des forces égale MA1, les deux seules forces qui s'exercent sur M, c'est le poids et la force de contact. Donc, je vais avoir P plus C égale MA1. Alors, je vais décomposer cette fois. Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez, on était dans un mouvement circulaire. Donc, tous les vecteurs, on les avait décomposés suivant la direction parallèle à la vitesse, c'est-à-dire la direction perpendiculaire à la vitesse, c'était la direction de la normale. Eh bien, c'est toujours le cas dans un mouvement rectiligne. Eh bien, on va décomposer suivant une direction qui est parallèle à la direction de la vitesse. Donc ici, la direction de la vitesse, c'est l'horizontale, donc il va y avoir une composante parallèle à l'horizontale et une composante perpendiculaire à la direction de la vitesse, donc une direction verticale. Alors, on va donc décomposer écrire que cette relation entre les vecteurs P, C et A1, elle est valable aussi entre les composantes horizontales et elle sera valable aussi entre les composantes verticales. Alors, on y va. Composante parallèle du poids, eh bien, il n'y en a pas, d'accord, puisque le poids est vertical, donc il n'a pas de composante parallèle. Alors, composante parallèle de la force de contact, c'est bon, égale à MA1, A1 à la direction horizontale, donc je vais avoir C parallèle égale à MA1. Et sur la direction verticale, eh bien je cherche, alors quelle est la composante P perpendiculaire? Eh bien c'est P tout entier. Quelle est la composante de C perpendiculaire? Eh bien c'est celle-ci, donc j'écris que le poids plus la composante perpendiculaire de la force de contact, c'est égal à 0, puisque l'accélération, elle est horizontale. C'est bon? À partir de ces deux relations vectorielles, eh bien, je vais trouver une relation entre modules. Donc, je vais avoir le module de C parallèle égal à M module de A1. Et pour les composantes verticales, je vais avoir, puisque P plus C perpendiculaire égale 0, ça veut dire que le vecteur C perpendiculaire égale à moins P, ça veut dire que le module de C perpendiculaire est égal au module de P,
Donc, module de C perpendiculaire égale à mg. Là, pour la décomposition de chacun des vecteurs de cette somme. Alors, ensuite, eh bien, j'ai, comme la masse est en mouvement, elle est en train de glisser sur le plan horizontal, eh bien, j'ai une deuxième équation que je vais pouvoir utiliser. C'est que quand quand l'objet est en mouvement, eh bien, on écrit deux équations. La première équation, c'est que la somme des forces est égale à ma, c'est ce qu'on vient d'écrire. Et la deuxième équation, c'est que le rapport du module de C parallèle au module de C perpendiculaire, eh bien, c'est quelque chose de particulier, c'est le coefficient de frottement dynamique. Alors, on vous dit que sur cette partie, le coefficient de frottement dynamique, on l'appelle mu D1. Donc, mu D1, c'est le module de C parallèle sur le module de C perpendiculaire. Alors, sachant ça, eh bien, on va pouvoir, à la place de C parallèle dans cette première équation, à la place du module de C parallèle, je peux dire que le module de C parallèle, c'est mu D1 C perpendiculaire. Mais comme je sais que C perpendiculaire, c'est mg, je vais pouvoir dire que le module de C parallèle, c'est mu D1 C perpendiculaire, donc mu D1 mg. C'est bon? Conclusion. Eh bien, à la place de C parallèle, j'ai écrit que c'était mu D1 mg égale à MA1. Eh bien, ça me donne le module de A1 qui sera égal à mu D1 g. C'est bon? Vous avez suivi? Vous voulez que j'écrive l'équation intermédiaire entre ça et ce résultat ou c'est bon? C'est bon, d'accord. Alors, ça c'était le module, hein. Sauf que l'accélération, on a bien vu que l'accélération, elle était vers l'arrière, c'est-à-dire qu'elle a une mesure algébrique négative. Donc, je vais écrire que A1, la mesure algébrique de l'accélération, c'est moins mu d1 g, d'accord? Puisque le module de l'accélération, c'est mu d1 g, et que l'accélération est dans le sens négatif, eh bien, la mesure algébrique de l'accélération, c'est moins mu d1 g. C'est bon? Alors, ensuite, on en a fini avec la partie horizontale. Ah non, on n'a pas fini. Alors, on pose BC égale R et on vous demande de déduire la vitesse au point C, donc la vitesse à la fin ici c'est le point B, là c'est le point C, on vous demande la vitesse ici. Alors, qu'est-ce qu'on applique? On applique une relation que vous avez déjà vue au lycée. Alors, on aurait pu le faire par l'énergie. La semaine prochaine, eh ben, on reprendra cet exercice en le traitant complètement par l'énergie. Et vous verrez que on tombe sur les mêmes résultats. Alors ici, la relation qu'on va utiliser, c'est quelque chose que vous connaissez depuis le lycée, c'est que quand vous avez une accélération constante, et c'est le cas ici, regardez comment s'écrit l'accélération, le coefficient de frottement, c'est quelque chose de constant, G, c'est quelque chose de constant, donc cette accélération est constante, et quand l'accélération est constante, on peut écrire que si vous allez d'un point B à un point C, eh bien VC au carré moins VB au carré, c'est 2 fois l'accélération multipliée par BC. Alors, est-ce que tout le monde connaît cette relation ou est-ce que vous voulez que
tout le monde la connaît? Vous voulez que je vous montre la démonstration ou c'est bon? C'est bon? Vous savez la démontrer? Vous savez comment on fait pour en arriver à... Oui? D'accord. Bon, il y a au moins une personne qui sait pas. Deux. C'est bon. Alors, on va voir ça. D'accord. Alors, voilà, on part de l'accélération, on part de la donnée de départ, c'est que l'accélération est constante. Alors, si l'accélération est constante, on est dans un mouvement rectiligne. Hein. Si l'accélération est constante, la vitesse, vous intégrez l'accélération, vous allez avoir AT plus V0, V0 étant la valeur initiale de la vitesse. D'accord? Ici, on va supposer que V0, c'est la vitesse à l'instant t égale 0, mais on peut très bien imaginer qu'on est entre un instant t1 et un instant t2. Hein. À ce moment-là, ça sera la vitesse à un instant t quelconque égale à at plus la vitesse à l'instant t1. Alors, donc l'accélération étant constante, si on intègre la vitesse, vous donne ce résultat. Donc at plus v0. Si vous voulez avoir la position, eh bien vous intégrez cette expression. Donc on a 1 demi de a t carré plus v0 t plus une constante d'intégration. On va supposer que à t égale 0, x égale x0. On a une position initiale. Alors maintenant, x moins x0, d'accord, c'est le déplacement entre la position initiale et la position actuelle. Je suis à l'instant t, je suis à la position x, à l'instant t égale 0, j'étais à la position x0, donc rien ne m'empêche d'appeler x moins x0 le déplacement delta x. C'est bon? Alors, delta x, c'est donc 1 demi de a t carré plus v0 t, puisque le x0, je l'ai fait passer à gauche, il entre dans le delta x. Alors maintenant, eh bien, je vais réécrire ce delta x en éliminant le temps. Alors, comment est-ce que je vais éliminer le temps? Ben, je vais le sortir de cette équation. Je vais dire que puisque v égale at plus v0, eh bien, je vais avoir v moins v0. Non, je vais l'écrire. Hein. Bon, la connexion n'est pas très bonne. Je suis pas sûre d'y arriver. Bon, j'ai pas les annotations. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais dire que v moins v0 égale at. Ah, voilà. Alors, j'écris ici que v, ce serait mieux avec une autre couleur. Bleu. Alors, v moins v0 égale a multiplié par t. C'est bon? C'est à partir de là. Hein. Donc, t, c'est égal à v moins v0 sur a. C'est bon? Et du coup, eh ben, je vais remplacer dans delta x. Alors, j'avais 1 demi de a t carré. Donc, à la place de t, je mets v moins v0 sur a. Donc, ici, j'ai 1 demi de a, v moins v0 au carré sur a au carré. C'est bon? Plus v0t, donc v0 multiplié par v moins v0 sur a. C'est bon? Alors, ensuite,
eh bien, je développe une petite minute. Laissez-moi finir et puis on en parle. V moins V0 au carré, donc ça va faire V carré plus V0 au carré moins 2V V0, d'accord, sur 2. Alors, j'ai un A carré et un A au numérateur, donc il me reste juste le A au dénominateur. C'est bon? Je vais simplifier ici. Donc, j'ai V plus V0 moins 2V V0 sur 2A. Et de l'autre côté, j'ai V V0 moins V0 carré sur A. Alors, il y a des choses qui vont se simplifier. Il y a ce terme moins V V0 sur A. Alors, j'ai le 2 en haut et en bas, donc j'ai moins V V0 sur A. Et ici, plus V V0 sur A. Donc, ces deux termes-là vont partir. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester V carré sur 2A et il va me rester V0 carré sur 2A moins V0 carré sur A, c'est-à-dire moins V0 carré sur 2A, c'est-à-dire que j'ai delta X, c'est le résultat que je viens d'obtenir, hein, c'est V carré moins V0 carré divisé par 2A. C'est bon? Alors, ce que je vous proposais d'utiliser, c'était que V, alors je vais d'un point B à un point C, d'accord? Donc j'écris que V C carré, ça c'est à la fin, hein, à la fin de mon déplacement. Donc VC carré moins V B carré égale à 2 fois A multiplié par la distance, le déplacement BC. C'est bon? Ça va? Donc mon delta X, c'est mon déplacement, c'est XC moins XB, d'accord? Ici les vitesses, c'est VC au carré moins VB au carré. Alors, je vais regarder. Alors, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que j'ai préféré laisser x0. X0 n'est pas toujours égal à 0. Hein. Vous pouvez avoir démarré d'une position quelconque x0. C'est pas parce que vous êtes à l'instant t égale 0 que vous êtes à la position x égale 0. Vous pouvez avoir démarré d'une certaine position. D'accord? Par exemple, je sais pas, vous prenez un objet qui tombe d'une falaise qui fait, je sais pas, 50 mètres de haut. Ben, il peut avoir démarré, ça dépend où est-ce que vous mettez votre position initiale sur un axe OX ou Y. Et ben, déjà en Y, vous allez avoir un Y0 et en X, et ben, vous pouvez aussi avoir une abscisse initiale à t égale 0. Votre origine des deux axes OX et OY n'est pas toujours confondue avec la position initiale. Voilà. Bon, alors maintenant que vous avez vu comment ça se démontre, peut-être que vous allez retenir ça plus facilement. Donc, on revient à notre exercice. Donc, ce qu'on cherche, c'est la vitesse à la fin. Je suis au point B ici, au point C là. Eh bien, je cherche la vitesse au point C. Donc, j'écris que VC carré moins VB carré égale à 2A1 BC. Alors, dans le A1, faut pas perdre de vue que c'est une mesure algébrique ici. Hein. Donc, votre accélération A1, elle est négative. Il faudra pas oublier de tenir compte de ceci. Hein.
Alors, quel va être le VC, la valeur de la vitesse à la fin de la partie horizontale. Donc, je fais passer le moins VB carré à droite, d'accord? Donc, il va devenir plus VB carré. Donc, j'ai VC carré égale à VB carré moins 2 mu D1 G BC, d'accord? VB, eh bien, on l'a calculé tout à l'heure. Je reviens. On a calculé le cas particulier où on est au point B, θ égale à pi sur 2, donc VB c'était racine de 2GR plus VA carré. C'est bon, vous retenez ce résultat, on va l'injecter dans notre équation. Hein. Voilà. Alors, on a écrit que VC carré, c'est VB carré, voici VB carré, c'est 2GR plus VA carré, moins le second, donc plus le second nombre, c'est-à-dire moins mu D1 GR. Alors, BC étant égal à R. Hein. C'est bon? Ici, j'ai juste sauté une étape, c'est que VC carré, c'est VB carré, d'accord, moins 2 fois mu D1 GR. D'accord? À la place de BC, ça c'est égal à R. Voilà. C'est bon? Alors, comme... oui, c'est bon. Alors, sachant que VB carré, on est retourné tout à l'heure à la page précédente, vous avez vu que ça, c'était VB carré. D'accord? Donc, ça me donne, si je regroupe les termes où il y a GR, 2 fois GR, G 2 fois GR, alors qu'on retrouve une fois ici, et ici, on va l'avoir moins, il y aura le facteur moins mu D1. D'accord? Donc, j'ai VC égale racine 2 fois GR, facteur de 1, moins mu D1, plus VA carré. C'est bon, vous avez suivi? J'efface ça hein, pour pouvoir avancer. D'accord. Alors, question 3. Alors, question 3, on vous donne G, alpha qui vaut 20 degrés. Je vais remettre mon C. Alors, on donne G égale 10 mètres par seconde au carré, alpha qui vaut 20 degrés, mu des deux, donc le coefficient de frottement sur le plan incliné égale à 0,5, et CD, la distance CD, la longueur du plan incliné, qui est égale à R. Calculer l'accélération de M sur la partie CD. Si la vitesse initiale de M est nulle, quelle doit être la valeur de mu D1 pour que la masse s'arrête au point D? Et dernière question, dans le cas où VA égale 0, est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt sur CD et justifier votre réponse? Alors, on est donc dans la question 3. Voici la représentation des forces. Donc,
La masse est en train de monter le long du plan incliné. Sa vitesse est vers le haut. Il y a des frottements, donc la force de contact va être penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. D'accord? Donc si vous dessinez la direction de la normale, eh bien la force de contact est penchée vers l'arrière par rapport à la normale. Donc voici les forces, donc le poids et la force de contact. Alors, on écrit quoi? C'est toujours pareil, on écrit la relation fondamentale de la dynamique. On écrit que P plus C égale à M à 2. C'est pas la même accélération que tout à l'heure. Donc, on change le nom de l'accélération. Donc, P plus C égale à M à 2. On décompose comme tout à l'heure. Alors, toujours dans la direction parallèle à la vitesse et dans la direction perpendiculaire à la vitesse. Donc, la vitesse, elle est parallèle au plan incliné, puisque l'objet se déplace sur le plan incliné. Donc, les deux directions sur lesquelles je vais faire mes projections, ce sera la direction parallèle au plan et la direction perpendiculaire au plan. Alors, j'ai comme relation la composante parallèle du poids. Alors, est-ce que le poids a bien une composante parallèle? Eh bien oui, parce que je dois décomposer, voici la direction parallèle, et je dois décomposer, je dois abaisser la perpendiculaire depuis l'extrémité du poids, je l'abaisse sur la direction parallèle au plan. Donc j'ai bien une composante que j'ai dessinée en rouge ici, P parallèle. Est-ce que j'ai une composante perpendiculaire à la direction de la vitesse? Eh bien oui. Voilà la direction de la perpendiculaire à la vitesse. Si j'abaisse la perpendiculaire ici, eh bien j'obtiens cette composante-là. Donc le poids, il a une composante parallèle à la vitesse et une composante perpendiculaire à la vitesse. Donc j'écris que P, je vais avoir la composante P parallèle qui va intervenir dans les projections sur la direction parallèle et j'aurai aussi une composante P perpendiculaire dans l'équation qui va relier les composantes perpendiculaires. Qu'est-ce que je peux dire pour C? Eh bien C, à partir du moment où il y a des frottements, eh bien C a obligatoirement une composante parallèle à la vitesse. Donc vous avez une composante C parallèle qui va avoir la même direction que la vitesse et qui va toujours être vers l'arrière par rapport au sens de la vitesse. Et puis, je vais avoir évidemment une composante perpendiculaire à la direction de la vitesse. Alors, cette équation P plus C égale M à 2 va devenir C parallèle plus P parallèle égale à M à 2 et P perpendiculaire plus C perpendiculaire égale à 0. L'accélération, elle est dans la direction parallèle au plan, donc il n'y a pas de composante de l'accélération sur la perpendiculaire. Donc on a C parallèle plus P parallèle égale à M à 2, P perpendiculaire plus C perpendiculaire égale 0. Qu'est-ce que ça me donne comme relation entre les modules? Eh bien, quand vous regardez les vecteurs, vous voyez bien que P parallèle et C parallèle sont dans le même sens. D'accord? Donc, on va avoir, c'est pas toujours le cas, hein. Si on était dans une descente, eh bien, le C serait orienté vers le haut et on aurait le C parallèle et le P parallèle qui seraient dans des sens opposés. Ici, c'est parce que on est dans une montée, que la force de contact est penchée vers l'arrière, que C parallèle va être dans le même sens que P parallèle. C'est pas toujours le cas. Donc, la relation entre les modules, c'est que P parallèle plus C parallèle égale à M module de A2, que ces deux vecteurs ayant une somme qui est égale à 0, ça veut dire que ces deux vecteurs sont opposés, ça veut dire que leurs modules sont égaux. Alors, quelle est
quel est le module de P perpendiculaire? Eh bien, si vous regardez l'angle c'est alpha ici. Cet angle, eh bien, on va le retrouver ici. D'accord? Parce que ce côté est perpendiculaire à celui-là et que ce côté est perpendiculaire à celui-là. Donc, j'ai deux angles qui ont leur côté perpendiculaire 2 par 2. Donc, ces deux angles sont égaux. Alors, quel est ici, quand vous regardez ce triangle rectangle, le poids, c'est l'hypoténuse. P perpendiculaire, c'est le côté adjacent à l'angle. Et P parallèle, on a ici, qu'on retrouve là, c'est le côté opposé à l'angle. D'accord? Donc, j'ai C perpendiculaire qui a même module que P perpendiculaire. Et P perpendiculaire étant le côté adjacent ici, eh bien, c'est P multiplié par le cosinus de alpha. Donc, mg cosinus alpha. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du P parallèle par contre? Eh bien, le P parallèle, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, c'est P sinus alpha, ça sera mg sinus alpha. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans la mesure où j'ai une particule qui est en mouvement, eh bien, la deuxième équation que je vais pouvoir écrire, en plus de P plus C égale à MA, eh bien, c'est que le coefficient de frottement dynamique, c'est le rapport des modules des composantes parallèles et perpendiculaires. Donc, j'ai C parallèle sur C perpendiculaire égale à mu des deux. Je suis sur une autre partie avec un coefficient de frottement différent de ce que j'avais sur la partie BC. Hein. Alors, qu'est-ce que je connais dans cette première équation? Alors, je connais P parallèle, je sais que c'est mg sinus θ. Alors, je connais C parallèle parce que je connais cette équation. Je sais que C parallèle, c'est mu des deux, c'est perpendiculaire. Et C perpendiculaire, je le connais parce que je connais P perpendiculaire, je sais que c'est mg cosinus θ. Donc, cette équation, je vais pouvoir dire que j'ai mg, je vais écrire chacun des termes. Donc, mg sinus alpha, d'accord, plus, alors C parallèle, on a dit que c'était mu d2, C perpendiculaire, d'accord, donc mu d2, C perpendiculaire, c'est bon? Tout ça égale à M A2. Alors, le module de A2. Hein. C'est bon? Alors, le C perpendiculaire, je vous rappelle que c'est mu d2, le C, oui, pardon, excusez-moi, le C perpendiculaire, je sais que c'est le même module que P perpendiculaire. Ça, c'est mg cosinus alpha. C'est bon? Alors, je remplace. Je vais avoir mg sinus alpha plus mu d2 mg cosinus alpha égale à MA2. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. MA2 égale à mg sinus alpha, c'est ce terme-là, plus mu d2 mg cosinus alpha, j'ai mu d2 C perpendiculaire, d'accord? C'est mon C parallèle. Et sachant que C perpendiculaire, c'est la même chose que P perpendiculaire et c'est mg cosinus alpha. Donc voici ma relation entre ma première équation qui va me donner la relation entre l'accélération P parallèle et C parallèle. Voilà. Alors,
je sais qu'elle est, ça c'était le module, donc j'ai simplifié par M, d'accord? Donc j'ai module de A2 égale à G sinus alpha plus mu D2 cosinus alpha, mais je sais que A2 est dans le sens, est vers l'arrière par rapport au sens de la vitesse, donc je vais mettre un signe moins ici parce que j'ai une accélération négative, d'accord? Donc A2 égale à moins G sinus alpha plus mu D2 cosinus alpha. Alors, on peut faire le calcul, vous avez tout ce qu'il faut, l'angle qui vaut 20 degrés, mu D2 qui vaut 0,5 et G qui vaut 10. Alors, on trouve que A2 vaut moins 8,1 mètres par seconde au carré. Alors, petit b, on vous demande de trouver la valeur de mu D1 pour que la masse s'arrête au point D. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? Alors, déjà, on va réécrire notre fameuse relation entre vitesse initiale, vitesse finale, accélération, déplacement, etc. Donc, je vais l'appliquer au point C et D. D'accord? Donc, je vais dire que la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré égale à 2 fois l'accélération multiplié par le déplacement CD. Donc, j'ai écrit VD carré moins VC carré égale à 2 fois A2 CD. Alors, on veut que la masse s'arrête au point D. Donc, on veut que VD soit égal à 0. Donc, je vais avoir moins VC carré égale à 2 fois A2 CD et on a une donnée supplémentaire, c'est que la distance CD, c'est R. Donc, j'ai moins VC carré égale à 2 fois A2 R. C'est bon? Alors, VC carré, c'est quelque chose qu'on a calculé tout à l'heure. C'est ici. VC carré, c'est 2GR plus VA carré moins 2 fois mu D1 GR. Alors, on vous demande de chercher la valeur de mu D1 si la vitesse VA est égale à 0. Alors, si VA égale 0, qu'est-ce que je vais avoir comme valeur de VC? Ben, j'aurai VC carré égale à 2GR moins 2 fois mu D1 GR. C'est-à-dire que je vais avoir VC carré égale à, je vais pouvoir mettre 2GR en facteur, 1 moins mu D1. C'est bon? C'est bon? J'ai le 2GR et j'ai le moins 2 mu D GR. Donc, j'ai 2 fois GR facteur de 1 moins mu D1. Alors, je redescends. Ça, c'est évidemment pour VA égale 0. Hein. Donc, j'écris que VC carré, alors puisque VC carré est égal à ça, donc j'ai mon moins VC carré, je sais que c'est 2 fois A2R, mais je sais, d'après les résultats que j'ai obtenus dans la question précédente, que VC carré, si VA égale 0, c'est 2 fois 1 moins mu D GR. Donc j'écris l'égalité entre le résultat que j'ai ici, grâce à cette équation, et le résultat que j'ai obtenu pour la même quantité VC carré. Hein. Donc ici, VC carré, avec cette équation, j'ai eu moins VC carré égale à 2A2R. Ça veut dire que VC carré est égal à moins
2 fois A2R, et grâce à mon résultat d'ici, d'accord, en mettant VA égale 0, j'ai VC carré qui est égal à 2 fois 1 moins mu D GR. C'est bon? Alors, j'écris l'égalité entre les deux et ça va me donner, alors, une relation entre, alors, je vais avoir moins, alors j'ai deux R des deux côtés. Alors, j'ai ce terme-là qui va partir avec celui-là. J'ai le R qui va partir avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins A2 égale à 1 moins mu D1 multiplié par G. Voici. Alors, n'oubliez pas que A2 est une quantité négative. Hein? D'accord? Alors, on va à la page suivante. Voilà. Donc, mu D1. On va plutôt continuer là. Alors, j'écris donc que mu D1, alors, ça me donne quoi? Ça me donne A2 égale à G moins mu D1 G. Ça va? Alors, je cherche mu D1, donc je fais passer ce terme-là à gauche, donc je vais avoir, et je fais passer le A2 à droite. Donc, je vais avoir mu D1 G égale à G moins A2. C'est bon? Donc, mu D1, ça va être G moins A2 divisé par G. C'est bon? Donc, je vais avoir mu D1 égale à G sur G, c'est 1, moins A2 sur G. Ça va? A2 étant égal à moins 8,1, je crois. Donc, j'aurai moins A2 sur G qui sera quelque chose de positif. Hein. Voilà. Donc, j'ai mu D1, 1. Il y a un... Alors, d'où vient ce signe plus? Une petite minute. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Le moins A2, quand je le fais passer à droite, il devient plus A2. D'accord? J'ai le moins mu D1G qui est passé à gauche, il est devenu plus mu D1G. Le moins A2 qui est passé à droite, qui est devenu plus A2. Donc, c'est logique que j'ai un signe plus ici. Alors, n'oubliez pas que A2 est une quantité négative. Et j'obtiens mu D1 égale 0,19. Voilà. Alors, question, c'est pas D, c'est C. Hein. C'est la question C ici. Alors, dans le cas où VA égale 0, est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt sur CD? Justifiez votre réponse. Alors, je vous rappelle qu'on a fait le calcul pour que D soit le point d'arrêt de notre particule de masse petit m. Je suis sur le plan CD. Alors, j'ai VD égale 0. Bon, peu importe. J'ai VD égale 0. Et je veux savoir, est-ce que quand la masse arrive au point D et qu'elle arrive avec une vitesse nulle, est-ce que cette
d'un point, est-ce que le point D, c'est un point où la particule va s'arrêter, c'est-à-dire qu'elle va rester à cette position, ou est-ce que c'est juste un point de rebroussement, c'est-à-dire qu'à cette position, VD égale 0, mais la masse va reglisser vers le bas. Alors, comment savoir si elle reglisse vers le bas ou si elle reste là? Alors, on doit chercher, on doit regarder, est-ce qu'on est dans les conditions de rupture de l'équilibre? Alors, conditions de rupture de l'équilibre, quelles sont les conditions? Première condition, c'est que l'objet est en équilibre. La masse doit être en équilibre à la position D, c'est-à-dire P plus C égale 0, d'accord? Donc, ça veut dire que si je fais les projections, je vais avoir C parallèle opposé à P parallèle, C perpendiculaire opposé à P perpendiculaire. Donc, j'ai C parallèle égale à mg sinus alpha et C perpendiculaire égale à mg cosinus alpha. Alors, la deuxième condition que je dois avoir pour que je sois à la rupture de l'équilibre, c'est que le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, il soit égal à mu S. D'accord? Alors, le problème, c'est que si vous regardez bien votre énoncé, eh ben, il n'est pas question du mu S, on ne vous l'a pas donné le mu S. Donc, on ne peut pas vérifier est-ce qu'on est dans les conditions de rupture de l'équilibre ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la valeur du mu S? Eh bien, on va chercher la situation limite, c'est-à-dire que ce qu'on sait, vous avez vu ça en cours, c'est que mu S est toujours supérieur à mu D et que au minimum, mu S égale à mu D. C'est-à-dire que mu S, la relation qu'il y a entre mu S et mu D, c'est que mu S doit être soit strictement supérieur à mu D, soit supérieur ou égal à mu D. C'est-à-dire qu'à la limite, la valeur la plus faible que peut avoir mu S, c'est la valeur de mu D. D'accord? Eh bien, on va chercher l'angle. On va supposer que mu S égale mu D, d'accord? Ici, c'est le mu D2, hein, on est sur le plan incliné. On va supposer que le mu S a cette valeur minimale, c'est-à-dire qui vaut mu D, et on va regarder si on est bien dans les conditions de rupture de l'équilibre. Est-ce que le rapport de ces composantes me donne bien mu S? Alors, je calcule donc mon mu S, je suppose qu'il est égal à 0,5. Donc, je suis dans la situation où mon angle, c'est l'angle limite à partir duquel j'ai la rupture de l'équilibre. Et je vais calculer, je fais l'inverse de la tangente de 0,5. Je cherche l'angle qui a pour tangente 0,5. D'accord? Eh bien, cet angle, c'est 26,56 degrés. Alors, qu'est-ce que je peux en conclure? Qu'est-ce que ça veut dire, cet angle limite? C'est-à-dire que j'ai mon plan. Alors, imaginons que pour commencer, j'ai un plan horizontal. Ensuite, je le penche de plus en plus, d'accord? Donc ici, j'ai un certain angle alpha. Ici, je vais dire que j'ai un angle, c'est mon fameux angle limite, d'accord? Pour cet angle-là, d'accord? Pour cet angle-là, eh bien, tant que j'étais pas arrivé à cet angle, si je pose mon objet ici, il va rester en équilibre. Si je le pose ici sans vitesse initiale, il va rester en équilibre. Par contre, si je le pose ici pour cet angle alpha limite, il va redescendre. D'accord? Je suis ici, dans cette situation, je suis à la rupture de l'équilibre. Ça, c'est des situations d'équilibre. Ça, c'est une situation de rupture de l'équilibre. C'est-à-dire, j'ai
j'ai mon objet qui est en équilibre, mais comme je suis à cet angle qui est à la frontière entre l'équilibre et le mouvement, eh bien, il va reglisser vers le bas dès que je dépasse, ne serait-ce que d'un tout petit peu, cet angle alpha limite. Alors, c'est cet angle que je viens de calculer. Alors, j'ai trouvé que c'était 26,56 degrés. Or, dans l'énoncé, eh bien, on a alpha égale 20 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on est dans cette situation-là. On est à alpha bon, je vais réécrire, on est à alpha inférieur à alpha limite, d'accord? Eh bien, ça veut dire que puisqu'il faut 26,56 degrés, il faut que le plan soit incliné de 26,56 degrés pour que si vous mettez cette masse sans vitesse initiale sur le plan, elle redescende vers le bas. Or, on est à 20 degrés. 20 degrés, c'est plus petit que 26,56. Eh bien, ça veut dire que la masse ne va pas redescendre. On est dans une situation d'équilibre sans être arrivé à la rupture de l'équilibre. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? C'est bon? D'accord. Ok. Alors, bon, ben on va commencer l'exercice 11. Alors, même si on n'a pas le temps de le finir, c'est pas grave. Il nous reste encore 20 minutes. Alors, l'exercice 11, le voici. Alors, on a un corps de masse grand M qui est relié à un corps de masse petit m. Je vais encore un peu. Alors, on connaît petit m. Pour le moment, on ne connaît pas encore grand M. Donc, les deux corps sont reliés par un fil inextensible de masse négligeable. Un ressort K de masse négligeable dont la courbe d'étalonnage est donnée ci-dessous est attaché à la masse M et au mur. Donc, notre ressort, on ne connaît pas la constante de raideur du ressort, mais par contre, on a une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire que pour chaque valeur d'allongement du ressort, eh bien, vous pouvez lire sur cette courbe d'étalonnage, lire la valeur de la force. D'une certaine façon, ça vous donne la constante de raideur du ressort, ce sera la pente de cette droite, hein, d'accord? Donc, par exemple, si j'ai un allongement de 10 cm, eh bien, la force élastique, elle vaut 15 newtons. Si j'ai un allongement de 20 cm, la force élastique, elle vaut 20 newtons. C'est bon? Ça s'appelle une courbe d'étalonnage. Alors, dans le cas où on néglige le frottement de la masse petit m sur le plan horizontal, calculez littéralement l'accélération prise par le système ainsi que la tension du fil. Alors, on va s'arrêter là pour l'énoncé parce que dans le reste de l'exercice, eh bien, il y aura des frottements. Donc, on va déjà régler la première question où on va considérer qu'il n'y a pas de frottement. D'accord, puisqu'on nous dit que les frottements sont négligeables. Alors, eh bien, si les frottements sont négligeables, qu'est-ce qu'on peut dire de la force de contact? Alors, si les frottements sont négligeables, eh bien, la composante, si les frottements sont négligeables, déjà, il y a ni coefficient de frottement statique,
ni coefficient de frottement dynamique. Alors, si le coefficient de frottement dynamique est égal à 0, je vous rappelle que le coefficient de frottement, c'est le rapport du module de C parallèle sur le module de C perpendiculaire. Si mu D est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de frottement, eh bien ça veut dire que c'est le module de C parallèle, c'est le numérateur que vous avez dans C parallèle sur C perpendiculaire égale mu D, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de composante parallèle à la direction du mouvement. Donc le mouvement se fait sur le plan horizontal, ça veut dire que la force de contact, elle est perpendiculaire au plan, il n'y a pas de composante horizontale pour la force de contact. D'accord? Ça, c'est parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de frottement. Automatiquement, dès qu'on vous dit qu'il n'y a pas de frottement, ça veut dire que la force de contact, elle est perpendiculaire au plan. Si c'est un plan horizontal, elle est verticale. Si c'est un plan, alors si c'est un plan incliné comme ça, eh bien ça veut dire que la force de contact, elle sera comme ça. Elle sera perpendiculaire au plan. Dès que on vous dit que il n'y a pas de frottement, automatiquement, eh bien la force de contact, elle est perpendiculaire au plan. Ici, le plan est horizontal, ça veut dire que la force de contact, elle est verticale. Alors, je représente toutes les forces, d'accord? On me demande l'accélération du système, donc on va représenter toutes les forces. Sur la masse petit m, qu'est-ce qu'on a? La masse petit m, elle va être soumise à son poids, d'accord? Il y a toujours le poids qui intervient, qui va la tirer vers le bas. Elle est posée sur la table, donc il va y avoir une force de contact qui va la pousser vers le haut, qui va être opposée au poids. Qu'est-ce qu'il va y avoir? À partir du moment où le ressort est allongé, je vous rappelle que la force élastique, c'est une force qui s'oppose à la déformation du ressort. Donc, si vous allongez le ressort, eh bien, la force élastique, elle va s'opposer à l'allongement. Donc, vous l'avez allongé, la force élastique, elle va tirer sur la masse pour vous empêcher de l'allonger. D'accord? Donc, la force élastique, elle va être orientée vers la gauche. De l'autre côté, la masse, elle est attachée à un fil. D'accord? Donc, il va y avoir la tension du fil. C'est bon? Alors, sur la masse petit m, je répète, le poids, la force de contact, qui est verticale parce qu'il n'y a pas de frottement, la force élastique qui est vers la gauche parce qu'on a tiré sur le ressort, on l'a allongé, donc lui, il va vous empêcher de l'allonger, il va tirer dans l'autre sens. Et il y a la tension du fil qui va tirer la masse de l'autre côté. Sur la masse grand M, qu'est-ce qu'il va y avoir? La masse grand M, elle est soumise à son poids et comme elle est attachée au fil, elle va être soumise à une tension qui va la tirer vers le haut. D'accord? Alors, on va aussi représenter notre poulie. Sur la poulie, il va y avoir deux tensions, d'accord? Une tension T1' et une tension T2'. Alors, on n'est pas intéressé par le mouvement de la poulie. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la masse petit m et la masse grand M. Alors, on va écrire notre relation fondamentale de la dynamique appliquée à chacune des masses. Et puis après, on verra, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces deux tensions T1' et T2'. D'accord? Alors, on y va. Sur la masse M, j'écris la relation fondamentale de la dynamique, donc somme de toutes les forces égale à MA1. D'accord? On va supposer on va appeler, pas supposer, on va appeler A1 l'accélération de cette masse qui va être accélérée vers la droite et A2 l'accélération de grand M qui va être accélérée vers le bas, suivant la verticale. Donc j'écris que P1 plus FE plus C
plus T1 égale à MA1. D'accord? Donc, pour que cette accélération existe, il faut que cette tension soit plus grande que la force élastique. De l'autre côté, pour la masse grand M, je vais écrire que le poids P2 plus la tension T2 égale à MA2. Le poids doit être plus grand que cette tension pour que la masse ait une accélération vers le bas. C'est bon? Alors, je décompose. Alors ici, tout se passe sur l'axe vertical, mais ici, j'ai les deux directions suivant les forces. Hein. Donc, je vais décomposer les forces suivant l'axe horizontal. Donc, je vais avoir la force élastique et la tension T1 qui vont me donner, quand je fais la somme, je vais avoir MA1 et je vais avoir le poids P1 plus C qui vont me donner 0 puisque j'ai pas d'accélération, j'ai pas de composante verticale pour cette accélération. Donc FE plus T1 égale à MA1 et P1 plus C égale à 0. Alors, maintenant, je peux écrire une relation entre les modules. Donc, module de T1, l'accélération étant vers la droite, je vais dire que module de T1 moins module de FE égale à M module de A1. Alors ici, la relation entre les modules, c'est que le module de P1 est égal au module de C. Alors, pour la masse grand M, module de P2 moins module de T2 égale à M module de A2. Alors, on vous dit que le fil est inextensible. Ça veut dire qu'à chaque instant, eh bien, les deux masses vont être solidaires. C'est-à-dire qu'à chaque instant, elles vont avoir pas le même mouvement, mais elles vont avoir leur vitesse qui auront même module et leurs accélérations qui auront même module aussi, puisqu'elles sont reliées par quelque chose qui est inextensible. Donc, je vais avoir module de A1 égale à module de A2. Je vais appeler ce module, je vais l'appeler A pour simplifier mes notations. Alors maintenant, eh bien, il faut que je trouve une relation entre T1 et T2. Alors, cette relation, ce ne sera pas une relation entre vecteurs, ce sera une relation entre modules des vecteurs. D'accord? Puisque T1 est horizontal, T2 est vertical, il ne peut pas y avoir de relation vectorielle entre ces deux vecteurs. Il ne peut y avoir de relation qu'entre leurs modules. Alors, sachant que le fil est de masse négligeable, eh bien, ça veut dire que la tension à une extrémité du fil et à l'autre extrémité, les tensions sont forcément opposées. Ça veut dire que T1 est égal à moins T1', ça veut dire que le module de T1 est égal au module de T1', et de ce côté, je fais le même raisonnement, le module de T2 va être égal au module de T2'. Alors, d'un autre côté, puisque la masse de la poulie est négligeable, eh bien, ça voudra dire que le module de T1' sera égal au module de T2'. Et je viens de démontrer, puisque T1 égale, je parle des modules, hein, module de T1 égale à module de T1', module de T2 égale module de T2', et module de T1' égale au module de T2', eh bien, par transitivité, ça veut dire que module de T1 égale à module de T2 et j'appelle ce module T. C'est bon? Alors maintenant, eh ben, j'aurais écrit mes équations. À la place de module de T1, je mets T. À la place de module de A1, je mets A. Et ici, à la place de module de T2, je mets T. Et à la place de module de A2, je mets A. Alors, j'aurais écrit donc T moins FE égale MA et P2, donc grand MG, moins T égale à grand MA. C'est bon?
Alors, j'ai deux équations. Je fais la somme de ces deux équations. Je vais avoir T moins FE plus MG moins T. Donc, j'ai le T qui part égale à petit m1 plus grand M1. Donc, je mets 1 en facteur. J'ai MG moins module de FE égale à grand M plus petit m1. Ça veut dire que A est égal à mg moins FE divisé par grand M plus petit m. Alors maintenant, si je veux avoir, on vous demande aussi la tension du fil. Alors la tension du fil, je vais la déduire de l'équation numéro 2. Donc j'ai P2, c'est-à-dire grand MG moins T égale à grand MA. Eh bien, je vais dire que si je fais passer le moins T à droite et le grand M A2, grand MA à gauche, je vais avoir grand MG moins MA, moins grand MA, égale à T. C'est bon? Donc, T égale à M facteur de G moins 1. Donc, il suffit qu'on vous dise quel est l'allongement qu'on a donné au ressort. Donc, vous allez pouvoir, grâce à la courbe d'étalonnage, trouver le module de la force élastique. Et bien, vous pourrez connaître l'accélération et la tension. Voilà, c'est une expression littérale tant qu'on ne connaît pas la valeur de la force élastique, tant qu'on ne connaît pas l'allongement du ressort, eh bien, ça reste une expression littérale. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, après, on vous dit que les frottements ne sont pas négligeables et que le ressort n'est pas tendu. D'accord? Quelle est la valeur maximum de la masse grand M à suspendre pour que le système reste au repos? La valeur du coefficient de frottement statique est mu S égale 0,8. Bon, on a vraiment beaucoup changé la nature des surfaces en contact pour arriver de mu S égale 0 à mu S égale 0,8. Alors, donc on cherche la situation de rupture de l'équilibre. Alors, quelle est la situation de rupture de l'équilibre? Eh bien, il faut que pour la masse petit m, eh bien, il faut qu'elle soit en équilibre. Donc, j'écris, alors on vous précise bien que le ressort n'est pas tendu, ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a pas de force élastique. Le ressort ne va vous opposer une force élastique que si vous le déformez. S'il n'est pas déformé, il n'y a pas de force élastique. Donc, les forces qu'on va avoir, ce sera le poids, la tension T1 et la force de contact qui va se pencher de manière à ce que la somme des forces appliquées à petit m soit égale à 0. Donc, j'ai P1 plus C plus T1 égale 0. Et j'ai comme deuxième équation, pour bien marquer que je suis à la rupture de l'équilibre, la deuxième équation, c'est que mu S égale à C parallèle sur C perpendiculaire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme situation pour la masse M0? Je cherche cette valeur limite. Eh bien, M0 va être en équilibre sous l'action de son poids et de la tension. Donc, j'écris pour M0 que P2 plus T2 égale à 0. Alors, je reviens à ma masse petit m. Qu'est-ce que j'ai à partir de cette équation? Eh bien, je vais écrire une relation entre les composantes horizontales. La relation, ça va être quoi? Le poids est complètement vertical, donc je vais avoir C parallèle plus T1 égale 0. Ça va? Donc, cette composante qui va s'opposer à la tension, et je vais avoir le poids qui va être opposé
à la composante perpendiculaire. Donc j'écris que C parallèle en module est égal au module T1 et que C perpendiculaire en module va être égal au poids, donc mg. C'est bon? D'un autre côté, je sais que mu S, c'est C parallèle sur C perpendiculaire. Eh bien, ça va me donner, puisque C parallèle, c'était 1 et que C perpendiculaire, c'est mg, eh bien, ça nous donne une relation entre la tension du fil et le poids mg. Donc, module de T1 égale à mu S mg. D'un autre côté, pour la masse M0, elle est en équilibre, donc j'ai T2 opposé au poids, ça veut dire que le module de T2 égale à M0G. Alors, de la même façon que tout à l'heure, la masse du fil et la masse de la poulie étant négligeable, eh bien, toutes les tensions vont avoir même module. Ce module, je l'appelle T. Donc, je vais avoir T1 égale T2 égale T, c'est-à-dire que mu S mg va être égal à M0G. Autrement dit, M0 sera égal à mu S M, M étant égal à 1 kg, eh bien M0 va valoir 0,8 kg. Ça veut dire que tant que je suis en dessous de 0,8 kg, eh bien le système va rester en équilibre. Et dès que je dépasse un tout petit peu 0,8 kg, eh bien, le système va se mettre en mouvement et la masse M0 va descendre, elle va tirer sur la masse petit m. Le système, comme il est solidaire parce que le fil est inextensible, eh bien, si la masse descend, si la masse on va l'appeler grand M, hein, ce sera supérieur à M0. Si la masse grand M descend, la masse petit m va glisser sur le plan. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. On reprendra la suite la prochaine fois.